Air Liquide, c'est l'une des entreprises françaises les plus puissantes du monde. Pourtant, elle n'a pas créé l'iPhone, elle n'a pas révolutionné les réseaux sociaux, vous n'avez même sûrement jamais vu ses produits. Et pourtant, ils sont partout. Usines, hôpitaux, laboratoires, satellites, réacteurs nucléaires, semi-conducteurs, réseaux de transport, 120 ans d'existence, 67 000 salariés à travers 60 pays. Plus de 100 milliards d'euros de capitalisation boursière. Alors comment un scientifique génial a-t-il créé un des empires invisibles qui fait tourner le monde moderne? Laissez-moi vous conter l'histoire du géant français qui alimente la planète. Pour la suite de cette vidéo, je vais partager le micro avec mon équipe qui m'aide sur les recherches, sur l'écriture, sur l'illustration de cette histoire qui est incroyable. Allez, c'est parti. Tout commence à la fin du 19e siècle. Nous sommes en pleine révolution industrielle, les avancées scientifiques et techniques se multiplient. L'électricité fait ses premiers pas dans les villes. L'automobile fait son apparition dans les rues. À Paris, Georges Claude, un jeune étudiant de l'école supérieure de physique et de chimie industrielle, planche sur des expériences scientifiques. Son sujet d'étude est quelque peu déroutant. Il tient en 3 lettres, l'air. À cette époque, l'air est encore un mystère. On sait qu'il contient plusieurs gaz, de l'azote, de l'oxygène, de l'argon, mais on ne sait pas encore comment les séparer les uns des autres. En 1902, après des années de recherche acharnée, Georges Claude parvient à développer un procédé révolutionnaire. En se basant sur les travaux de Carl von Linde, l'inventeur du réfrigérateur, Claude parvient à séparer les différents gaz qui composent l'air ambiant en les liquéfiant. D'un côté, il obtient de l'oxygène, un gaz très vif et réactif, et de l'autre, de l'azote, un gaz inerte et très froid. C'est une avancée scientifique majeure, mais à l'époque, le monde la voit plutôt comme une curiosité. Qui aurait besoin d'acheter de l'oxygène alors qu'il y en a partout autour de nous? Mais Georges Claude, lui, a de bonnes raisons de penser que l'industrie du futur en aura besoin. Très vite, il comprend que l'oxygène pourra être utile dans la sidérurgie. Combiné à de l'acétylène, il produit une flamme à plus de 3000 degrés, qui permet de souder et même de découper du métal. Dans le domaine de la santé, l'oxygène purifié permet aussi de soigner les insuffisances respiratoires, d'aider les nouveau-nés ou les blessés de guerre. L'azote, pour sa part, est capable de créer un froid extrême lorsqu'il est évaporé sous forme de liquide. Une avancée qui pourrait s'avérer cruciale pour la conservation des vaccins, des cellules ou la congélation instantanée des aliments. Georges Claude est un scientifique talentueux, mais malheureusement, il n'a ni réseau ni fibre commerciale. Pour vendre son idée, il lui manque un allié. Il le trouve en la personne de Paul Delorme, un camarade de promotion dont le sens des affaires est déjà très aiguisé. Fils d'un dirigeant d'usine, à 31 ans, il est déjà chef du service commercial de la société Thomson Houston Electric Company. Le 25 mai 1902, Delorme et Claude fondent ensemble la société L'Air Liquide. Pour être précis, L'Air Liquide, société pour l'étude et l'exploitation des procédés Georges Claude. Georges Claude a droit en perpétuité à 25% du bénéfice de la société en compensation de son innovation. Paul Delorme, lui, en devient le président. Sa mission, convaincre le maximum d'investisseurs de croire à l'innovation de Georges Claude. Delorme s'appuie sur la crédibilité scientifique de Claude pour rassurer sur la solidité du procédé. Il interpelle les investisseurs avec un discours visionnaire. L'air est partout, et demain, il sera une ressource aussi précieuse que le charbon ou l'acier. Il parle aussi de retour sur investissement, de marché vierge, de potentiel énorme, de croissance rapide. Surtout, il active son réseau d'industriels et de banquiers qu'il connaît personnellement. En quelques mois, il parvient à réunir 24 investisseurs. Il rassemble un capital de 100 000 francs. L'aventure peut commencer. Le gaz est une matière difficilement transportable. L'Air Liquide doit donc ouvrir le maximum d'usines proches de ses clients. La jeune entreprise installe donc ses premières usines en France, puis en Belgique. Le modèle économique est simple, mais redoutablement efficace. Produire des gaz, les stocker en bouteilles, puis les vendre. Que ce soit dans l'automobile, les matériaux ou l'agroalimentaire, tout le monde s'arrache l'air liquide. Le succès est fulgurant. Dès 1907, l'entreprise ouvre des usines au Japon, puis en Espagne et en Italie. En 1911, l'Air Liquide se tourne même vers le Canada et vers Hong Kong. Moins de 10 ans après sa création, le groupe est déjà présent sur 3 continents. Mais ce développement à toute vitesse, il a un coût. Les investissements dans les usines pèsent très lourd. Le business a beau être florissant, pour accélérer encore plus son expansion internationale, l'Air Liquide a besoin d'argent, beaucoup d'argent. Le problème, c'est qu'aucune banque ne veut lui prêter. L'usage des gaz industriels reste encore limité à quelques applications très spécifiques. En particulier, le soudage à très haute température. À Paris, on parle de Paul Delorme comme du fou qui vend de l'air liquide. Pour lever plus de fonds, Paul Delorme décide alors d'ouvrir le capital au public. Le 20 février 1913, l'Air Liquide est introduit à la Bourse de Paris. Le succès est immédiat. 11 millions de francs sont levés auprès de 1380 investisseurs. Grâce à ces financements, l'Air Liquide peut reprendre sa marche en avant. 1914.
Première Guerre mondiale éclate. L'Air Liquide est mobilisé, comme toute l'industrie française, pour soutenir l'effort de guerre. L'armée a besoin d'oxygène pour soigner les blessés, mais aussi pour fabriquer des explosifs. L'Air Liquide devient alors un fournisseur stratégique. Les volumes explosent littéralement. L'entreprise installe de nouvelles unités de production et perfectionne ses procédés. Officier de réserve en artillerie, Georges Claude est même nommé membre de la commission des inventions. Cette entité a pour mission de trouver, tester et déployer des innovations techniques afin d'aider l'armée. Georges Claude y joue un rôle clé. Il propose de développer des bombes utilisant de l'oxygène liquide. Il imagine des solutions pour répondre au gazochlore allemand. Pour son engagement scientifique et logistique, Georges Claude est décoré. Il est fait chevalier de la Légion d'honneur à titre militaire et reçoit la Croix de guerre. Le général Joffre saluera l'activité, le courage et la rigueur scientifique de Claude. À la fin de la guerre, Georges Claude reprend ses recherches en se concentrant à nouveau sur des usages civils. Il développe alors le tube à néon qu'il a imaginé quelques années plus tôt. Les applications industrielles de ses produits se multiplient. Pour l'illumination des enseignes de magasins, pour la combustion dans l'industrie verrière, pour la conservation des aliments. En 1928, l'Air Liquide est la 17e capitalisation boursière française. Tout cela sans aucune dette. C'est toute la force de l'Air Liquide. Un savoir-faire unique, peu de concurrents, des contrats de long terme avec ses clients et des marges confortables. À cette époque, c'est déjà une machine à cash au capital de 88 millions de francs, soit 309 millions d'euros aujourd'hui. En 1929, l'action L'Air Liquide détenue au porteur coûte 100 francs et l'entreprise verse un dividende de 35 francs. Ce rendement de 35% est tout simplement exceptionnel. C'est 3 fois plus que le rendement annualisé de la bourse américaine. C'est sans surprise que les investisseurs se ruent sur cette nouvelle pépite. Le titre est vu comme une valeur refuge. 8 ans plus tard, l'Air Liquide réussit à se hisser au rang de 6e capitalisation boursière française. En 1938, elle s'installe même en Argentine. Mais de nouveaux nuages s'amoncellent sur l'Europe et le monde. 1939, la Seconde Guerre mondiale éclate. Georges Claude fait alors un choix terrible. Il se rallie au régime de Vichy, défend la collaboration avec l'Allemagne nazie. Son ami et associé Paul Delorme est dévasté. Il le presse de démissionner de son poste d'administrateur, ce que Claude fera quelques mois plus tard. À la fin de la guerre, Georges Claude est jugé. Le 17 août 1944, des maquisards l'arrêtent à son château de la Ferté-Saint-Aubin, en Sologne. Le verdict tombe le 26 juin 1945. Claude échappe de peu à la peine capitale, mais il est condamné à la réclusion perpétuelle, à la confiscation de tous ses biens et à la dégradation nationale. Il sera néanmoins libéré 5 ans plus tard, en raison notamment de son âge et de son état de santé. Il décédera en 1960, dans l'anonymat le plus total. Retour en 1945. Une page sombre se tourne pour l'Air Liquide. Après 43 ans à la tête de l'entreprise, Paul Delorme est éprouvé. Il est temps pour lui de passer les rênes à son fils, Jean Delorme. Les 30 Glorieuses se profilent, l'Europe se reconstruit, les économies se modernisent, la consommation d'énergie explose. Partout, il faut des gaz industriels. Dans les aciéries, pour faire fondre le métal plus vite et produire un acier plus pur. Dans les cimenteries, pour alimenter les fours géants qui bâtiront les villes nouvelles. Sur les chantiers navals, pour découper, souder et assembler les coques des navires. Air Liquide devient un pilier de la modernisation européenne. Elle crée d'immenses réseaux de canalisation pour alimenter en gaz des bassins industriels entiers. C'est l'âge d'or du modèle de l'Air Liquide. Une production locale, des contrats de long terme, une stabilité à toute épreuve. Pendant que Total cherche du pétrole au bout du monde, l'Air Liquide vend du gaz à 2 pas de chez vous. L'autre force de l'entreprise, c'est son obsession pour l'innovation. Au début des années 50, elle mise sur la production de gaz par séparation cryogénique. C'est une révolution. Un seul litre d'oxygène liquide peut se transformer en 850 litres de gaz. Résultat, le transport devient bien plus simple, bien plus efficace et surtout beaucoup moins coûteux. Un pôle de recherche dédié est créé à Grenoble. Des milliers de techniciens, d'ingénieurs, de logisticiens sont recrutés. De nouvelles applications voient le jour. Dans le spatial, l'oxygène liquide devient un carburant de fusée. Dans la défense, il alimente torpilles et équipements sous-marins. Dans la santé, il conserve les échantillons en cryogénie. C'est plus qu'un simple progrès technologique. C'est un changement d'échelle qui s'opère dans l'économie française et mondiale. En 1969, l'homme marche sur la Lune. Lorsqu'un grand moment technologique se produit dans l'histoire, l'Air Liquide n'est jamais très loin. Grâce à sa maîtrise du froid extrême et des gaz cryogéniques, l'entreprise devient un partenaire incontournable des programmes spatiaux européens. Afin de propulser une fusée, il faut de l'hydrogène liquide à moins 253 degrés et de l'oxygène liquide à moins 183 degrés. L'Air Liquide est l'un des rares acteurs au monde capables de produire, stocker et manipuler ces fluides avec l'extrême précision requise. Sur ses flancs, il n'y a que 2 entreprises qui rivalisent, l'allemand Linde et l'américain Air Products. La première fusée Ariane décolle en 1979. Dans ses réservoirs, évidemment, du carburant estampillé Air Liquide. Mais l'espace
l'espace n'est pas le seul horizon. Jusqu'alors, le groupe était spécialisé sur des secteurs traditionnels comme l'industrie lourde ou la chimie. Désormais, il veut être à la pointe de l'innovation afin d'accompagner les grandes révolutions technologiques. Mais pour être capable d'anticiper les nouveaux usages possibles de ces gaz industriels, il faut investir massivement dans la recherche et dans le développement. Un centre de recherche nommé après Paul Delorme est construit dans les Yvelines, au Loges en Josas. Le groupe recrute à nouveau des centaines de chercheurs. Il fait des découvertes sur des gaz extrêmement purs, des mélanges complexes, des systèmes de stockage haute pression. Des centaines de brevets sont déposés chaque année. Au début des années 80, l'électronique et l'informatique font leur apparition. Et l'Air Liquide sait qu'elle a un grand coup à jouer. Le groupe développe des gaz d'ultra haute pureté qui deviendront indispensables pour la production de semi-conducteurs. Ces minuscules puces qui font tourner ordinateurs, télévisions et tous les produits électroniques. Leur fabrication exige une précision d'horloger suisse. Le moindre défaut et tout est à refaire. Les gaz d'ultra haute pureté sont indispensables pour graver les circuits sans la moindre impureté. C'est là, dans l'invisible, que l'Air Liquide devient un acteur clé du numérique. Ensuite vient le secteur de la santé. L'Air Liquide fournit déjà les hôpitaux en oxygène médical, mais étend sa gamme. Gaz pour la réanimation, antidouleur, traitement respiratoire. En 20 ans, l'activité santé passe d'un petit segment marginal à un pilier de l'entreprise. Les années 80 marquent un autre tournant stratégique. L'Air Liquide veut proposer des solutions intégrées. Concrètement, il ne vend plus simplement des bouteilles d'oxygène, mais toute une chaîne logistique. Il conçoit les unités de production, les installe chez ses clients, les exploite pour eux et facture la consommation réelle. C'est un modèle vertueux fondé sur des contrats de long terme. Une manière de fidéliser les industriels et d'assurer des revenus récurrents. Et surtout, cette position lui donne un avantage déterminant, celle de pouvoir fixer à peu près librement ses prix. Ses clients sont captifs, les concurrents sur le secteur sont peu nombreux. C'est ce positionnement qui permet à l'Air Liquide de s'assurer année après année des marges confortables, et ce, malgré la très forte volatilité des prix des matières premières. 1991, l'Air Liquide devient simplement Air Liquide. Ce petit changement n'est pas anodin. Il vise à donner une meilleure visibilité internationale à l'entreprise. En 1999, Air Liquide est solidement installé à la première place mondiale avec un chiffre d'affaires de 6,5 milliards d'euros. Mais son principal concurrent, Linde, le talonne. Le groupe allemand fondé en 1878 par Carl von Linde. Souvenez-vous, c'est de son invention que Georges Claude s'était inspiré. Air Liquide a beau être le leader de son secteur, son appétit de croissance est insatiable. Le groupe veut passer un nouveau cap. Pour cela, il vise le plus gros marché mondial, les États-Unis. Le groupe y est déjà présent, mais de façon fragmentée. En 2016, il réalise alors l'opération la plus ambitieuse de son histoire, le rachat d'Airgas, leader américain des gaz pour PME et laboratoires. Montant de l'acquisition, 13,4 milliards de dollars, une somme colossale. Mais grâce à cette opération, Air Liquide double de taille en Amérique du Nord. Le groupe accède à des milliers de clients industriels, hospitaliers, universitaires, et bien sûr, il s'offre une position de leader sur le continent. Mais Linde ne reste pas inactif. En décembre 2016, Linde et l'américain Praxair annonce un projet de fusion gigantesque. Une opération à 83 milliards d'euros qui donne naissance à un mastodonte, Linde plc. Résultat, Linde reprend la main sur le secteur et domine en chiffre d'affaires comme en capitalisation boursière. La fusion est finalisée en 2019 et le chiffre d'affaires du nouvel ensemble dépasse les 25 milliards d'euros. Air Liquide est à 22 milliards. Mais le groupe n'a pas dit son dernier mot et adopte une nouvelle stratégie. Plutôt que de se lancer dans une course au gigantisme, le français mise sur l'innovation, la spécialisation et la décarbonation. Il se concentre sur les marchés les plus porteurs, l'électronique, la santé et surtout l'hydrogène. En parallèle, il renforce ses capacités de production et investit dans la modernisation de ses sites. Aujourd'hui, Linde et Air Liquide sont les deux leaders mondiaux des gaz industriels. Leur duel est permanent à coups de milliards, mais leur approche diffère. Linde joue la carte américaine, très orientée finance. Air Liquide, lui, reste fidèle à son ADN industriel et scientifique avec une vision long terme. À l'image d'Airbus et de Boeing, les deux groupes composent un duopole mondial. Deux géants qui se partagent un marché colossal avec une barrière à l'entrée infranchissable pour quelconque éventuel nouvel entrant. Aujourd'hui, Air Liquide est implantée dans 60 pays. En 2024, elle a généré un chiffre d'affaires de 27 milliards d'euros, principalement en Europe, aux États-Unis et en Asie. Son activité principale, la fourniture de gaz, est structurée en 4 grands pôles de clientèle. Le secteur industriel, l'industrie lourde, la santé et l'électronique. Air Liquide, c'est un modèle de diversification, de stabilité et de régularité. Imaginez-vous, en plus de 110 ans d'existence, Air Liquide n'a eu que 6 PDG différents qui ont siégé sur le trône du Quai d'Orsay. Le premier PDG externe à la famille, lui, n'est arrivé qu'en 1995. Les performances financières du groupe sont tout simplement impressionnantes. Air Liquide, c'est 3,5 milliards d'euros de résultats nets en 2024, une marge nette de 12,2% et un endettement faible malgré les importants rachats effectués ces dernières années. Ce profil permet au groupe de continuer à investir
investir massivement dans la recherche et dans ses investissements. Car ses projets pour l'avenir sont nombreux. Depuis 2015, un mot est sur toutes les lèvres, hydrogène. Longtemps considéré comme une utopie, il devient l'un des piliers de la transition énergétique. Et là encore, Air Liquide est positionné en embuscade. Cela fait plus de 50 ans que le groupe travaille sur l'hydrogène pour l'industrie et le spatial. Mais désormais, il s'agit de produire de l'hydrogène propre, issu de l'électrolyse de l'eau, sans émission de carbone. Air Liquide construit donc des électrolyseurs, des stations de recharge, des réseaux de transport. L'objectif, rendre l'hydrogène compétitif face aux carburants fossiles pour alimenter les bus, les trains, les camions, les aciéries, les avions. C'est un pari de long terme, mais c'est un pari cohérent avec l'ADN d'Air Liquide. Investir dans les technologies invisibles mais indispensables. La performance boursière d'Air Liquide est à l'image de l'entreprise. L'action Air Liquide coûte aujourd'hui 173 €. Son signe distinctif, battre record sur record. Sur les 5 dernières années, l'action a quasiment gagné 50% et elle a plus que doublé sur 10 ans. C'est tout simplement 2 fois plus que le CAC 40, l'indice boursier majeur en France. Sa performance annuelle moyenne sur les 20 dernières années, dividendes réinvestis, s'établit à plus de 12%. Et il n'y a pas de grand pic de volatilité comme avec certaines valeurs de la tech, mais une régularité de métronome. Autre signe distinctif, depuis 1913, Air Liquide verse un dividende chaque année. En 2024, il était de 3,20 € par action, en hausse de 8% sur un an. Cela équivaut à un rendement de 1,7%. Plus de la moitié du résultat net du groupe est reversé directement à ses actionnaires. Et ce n'est pas tout. Tous les 2 ans environ, Air Liquide donne des actions gratuites à ses actionnaires à hauteur d'une action gratuite pour 10 actions détenues. En 1995, Air Liquide a aussi instauré un système de prime de fidélité. 10% de plus sur les dividendes et même des actions gratuites si vous êtes actionnaire au nominatif pur ou administré depuis plus de 2 ans. Pas étonnant du coup qu'Air Liquide soit la deuxième valeur préférée de la communauté Finari. Si vous souhaitez savoir quels sont les autres investissements préférés de notre communauté, vous pouvez le faire directement dans l'application. SCPI, crypto, actions, ETF, ouvrez la section analyse et découvrez quels sont les investissements les plus populaires et surtout quelle part du patrimoine ils représentent pour nos utilisateurs. Air Liquide, c'est l'histoire d'une entreprise centenaire née d'un pari scientifique fou. Elle n'a pas créé l'iPhone, elle n'a pas révolutionné les réseaux sociaux, mais sans ce bijou français d'ingénierie, rien ne fonctionnerait. Usines, hôpitaux, data centers, fusées, satellites. Et demain, Air Liquide pourrait bien devenir l'un des piliers de la transition énergétique mondiale. Air Liquide, c'est la preuve que le génie français associé à la prise de risque peuvent produire des champions mondiaux. Peugeot. Année après année, la deuxième marque préférée des Français arbore le lion fier sur un capot. Les Peugeot étaient des forgerons qui n'auraient jamais imaginé être à la tête d'un empire automobile. 200 ans plus tard, leur blason est connu dans le monde entier. Néanmoins, aujourd'hui, les Peugeot sont devenus spectateurs de leur propre histoire.